Père Allard, bienvenue encore une fois chez nous. Merci, je suis très heureux d'être de retour. En arrivant ici au studio, il y a quelqu'un qui m'a frappé et qui m'a interpellé dans le corridor en disant « Le Saint-Père est ici, il y a un pape qui se promène ici. » Alors je lui dis « Attention, c'est pas tout à fait, mais quand même, votre habit a quelque chose à voir avec le pape. » Alors commençons avec ça. Pourquoi vous vous habillez comme ça et pourquoi le pape s'habille comme ça aujourd'hui? Alors, les Dominicains portent cet habit blanc ou le tissu plutôt jaune, enfin, comme ça depuis le 13e siècle, parce que c'était l'habit des chanoines en Espagne, d'où vient Saint-Dominique. Et il l'a modifié un peu au cours des ans. Puis on a continué à avoir notre habit blanc avec la grande chape noire qui fait très Darth Vader, vue de dos. Et lorsque Saint Pie V, qui n'était pas encore saint, est devenu pape, il avait refusé de changer d'habit et il a gardé son habit dominicain. Et depuis, les papes ont continué à avoir l'habit blanc des dominicains. Donc c'est grâce à Pie V que cette tradition continue avec le pape François aujourd'hui. Tout à fait. Bien des gens trouvent que Saint Pie V a été problématique. Moi, je suis heureux, au moins, le pape a un bel habit. Quel bon souvenir qu'il nous a laissé. Vous avez mentionné le nom Dominique. Oui. Alors, on fête cette année 800 ans de la fondation de votre grand ordre. Alors, parlons un peu de l'influence des dominicains dans le monde. Qu'est-ce qui a poussé Dominique de créer, de fonder cette communauté? Dominique était un chanoine en Espagne qui a été demandé on l'a demandé pour accompagner son évêque. C'est Dominique Guzman, n'est-ce pas? Dominique Guzman, oui. Oui. Donc, il part avec son évêque pour aller au Danemark, chercher une princesse danoise qui devait se marier avec un prince espagnol. En chemin, il se retrouve dans la région de Toulouse, Carcassonne, et là, son évêque lui-même découvre les Cathares, les Albigeois, il découvre une église déchirée, des gens révoltés contre la hiérarchie, des gens qui ne connaissent pas leur foi, des gens qui ont une idée assez terrible de Dieu, et il en est très bouleversé. Ils montent au Danemark, ils reviennent, ils descendent à Rome, saluer le pape. En remontant, lui et son évêque disent « Et si on restait là évangéliser ?» Et son évêque et lui sont restés quelques années. L'évêque est éventuellement retourné en Espagne. Et Dominique a passé une dizaine d'années à prêcher l'Évangile, la miséricorde de Dieu, dans le sud de l'Espagne. Il s'est éventuellement fait des compagnons, puis autour de 1815-1816, ils vont à Rome après avoir délibéré de quel style de vie ils voulaient avoir, et ils ont eu l'approbation d'Honorius III de créer cet ordre de prêcheurs qui seraient les collaborateurs des évêques. D'ailleurs, OP, c'est l'ordre des prêcheurs. Oui, et à ne pas confondre avec ce que certains croient, l'ordre des prétentieux. Ça, ce sont les mauvaises langues qui disent des choses comme ça. Donc, l'ordre des prêcheurs, connu sous le nom de dominicains, donc dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, il y a deux grandes missions. La prédication dans les diocèses, une prédication mendiante, populaire, et un deuxième volet de la mission, la prédication à l'université par l'enseignement. Donc, très tôt, des gens comme Albert le Grand, Thomas d'Aquin et énormément d'autres se sont retrouvés théologiens, profs en faculté des arts, et de Paris sont allés à Bologne et dans d'autres centres, Oxford, Louvain. Le rayonnement a été assez rapide aussi. Très, très rapide. On parle de passer d'une poignée de 7-8 personnes en 1216 à déjà plusieurs milliers lorsque Dominique est mort, et on parle de 50 000, 100 000 et plus très rapidement. C'est très intéressant de voir historiquement que vous avez l'ordre des prêcheurs et sa croissance, son rayonnement, et puis des franciscains aussi. Les franciscains. Donc, comment vous pourrez décrire ça? Quelle réponse que Dieu nous a donnée avec la présence de François d'Assise et Dominique presque en même temps? Ben, presque en même temps. La légende veut qu'ils se soient rencontrés. C'est vrai? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? C'est encore débattu par les historiens, Oui. mais le cardinal qui protégeait François était quelqu'un qui aimait bien Dominique aussi. Ils ont été à Rome, paraît-il, probablement en même temps. Les chances sont fortes qu'ils se soient rencontrés. Mais ce qui est clair très rapidement, c'est que tant François que Dominique se sont rendus compte que l'Église riche, institutionnelle, l'Église des monastères avec tout ce qui impliquait là, ça ne pouvait plus continuer, ça ne répondait pas
aux besoins de l'époque. L'époque devenait une époque de ville avec une toute autre éthique, un autre rythme, et on ne veut plus vivre dans la forêt de manière monastique. Les franciscains et les dominicains sont arrivés, tous les deux avec une insistance très, très forte sur la pauvreté, la mendicité. La différence fondamentale, et je pense que, pour prendre les termes de votre question, Dieu a beaucoup d'humour. Les dominicains, très rapidement, se sont organisés, ont créé un régime légal, des constitutions, une manière de prendre des décisions et tout, qui a duré jusqu'à avant hier. Les franciscains, c'est l'Évangile qui résiste à l'institutionnalisation. Et de son vivant, François écrit 3-4 règles. Les franciscains sont très protestants au sens où ils se sont divisés. L'unité des franciscains, ça n'a jamais existé. Oui. Il y a des capucins, des minimes, des récollets. On ne saura jamais combien ils sont. Dieu non plus, je ne sais pas, je crois. Il a arrêté de compter. Mais les franciscains, du point de vue institutionnel, ont toujours éclaté parce que vivre à la hauteur du fantasme et de l'exigence évangélique telle que François l'a présenté, c'est à peu près impossible. Donc, il y a toujours quelqu'un qui vient réformer et dire ben, vous portez des sandales trop chères, il faut pas de sandales et tout. Alors que... Couper complètement les cheveux, laissez pas. Mais c'était rejeter les livres et tout ça. Alors que les dominicains ont choisi un mode de fonctionnement qui émergeait, plus lié au chapitre, où tous les postes étaient électifs. Donc, beaucoup de discussions pour avoir des réformes constantes. Et lorsqu'on a eu, au 14e, 15e siècle, une réforme dans l'ordre, qui a eu pendant quelques années 2 types de dominicains, bien, ça n'a pas fait éclater l'ordre quand même. On a pu continuer. Donc, moi, je crois que fondamentalement, si on veut penser ce que Dominique et François apportent ensemble, c'est il est possible d'institutionnaliser l'Église autrement que selon les organisations hiérarchiques qu'on croit être inamovibles, mais l'Évangile ne s'institutionnalise pas. Ça va toujours déborder. Il y a toujours des gens qui vont devoir aller en dehors des règles, en dehors des normes, en dehors des institutions pour apporter la parole de Dieu. Aller dans les périphéries, comme dit un certain pape en blanc actuellement. Un pape en blanc actuellement. Oui. C'était le thème d'un des chapitres des Dominicains à fin des années 70 à Valberberg, près de Cologne. Aller aux frontières, aux périphéries et tout. Si on fête cette année 800 ans, certainement il y avait des moments très forts, des moments importants. Quels sont quelques moments les plus importants dans votre histoire dominicaine? En regardant les 800 ans, qu'est-ce qu'il y a qui vous revient? Oui, il y a quelques grandes périodes. Décidément, le 13e siècle, dans les universités, on a fondé des curriculums, on a eu des professeurs géniaux. Après ça, il faut attendre le 16e siècle, à Salamanque, en Espagne, on n'est plus en France, c'est Salamanque, avec Victoria, qui invente les droits humains, les grandes controverses de Valladolid sur les Indiens. Est-ce que les Indiens ont une âme? Donc, repenser la théologie, repenser la vie de l'Église dans un monde qui est plus européen, dans un monde de mission, dans un monde où on découvre des cultures tout à fait inouïes pour les Européens. Donc, très grand moment d'invention à la fois pastorale, Las Casas au Mexique, et théologique, réfléchir là-dessus. Un autre grand moment, 19e siècle, pour moi, c'est Lacordaire, qui a réintroduit les dominicains en France, mais il a fait plus que réintroduire les dominicains en France. Il a bouleversé l'ordre et amené l'ordre à se transformer. Et ce qui me fascine chez Lacordaire, c'est que c'était, comme dominicain, très grand prêcheur, mais c'était aussi un homme très impliqué dans la société. Il a été député à une époque où ce n'était pas normal d'avoir des prêtres en politique. Oui. C'est toujours pas normal, mais de dire on peut apporter la parole de l'Évangile dans les institutions politiques, dans la société. Donc, un homme très impliqué dans ces choses-là. Dernier moment, pour moi, important, je vous dirais les années 40, 50, 60, la présence des frères dominicains, français et d'ailleurs, au renouveau de la théologie, au renouveau de la pastorale. Bon, je pense à Chenu, Congar, oui. Mais un qu'on oublie toujours, le père Liégé, qui est venu au Canada souvent. Le Canada français n'aurait pas pu vivre le passage de Vatican II, de mon point de vue, si Liégé n'était pas venu déjà semer
Des racines qui ont poussé avec Vatican II. Oui. Alors ça, c'est pour l'ordre en général. Pour l'ordre des dominions au Canada... C'est ça, je voulais parler, parce que maintenant, on laisse Mexique, on laisse l'Espagne, et puis vous êtes au Canada. Nous sommes au Canada. Et qu'est-ce que ça veut dire, une communauté qui a 800 ans de vivre au Canada? Ça a été un défi, parce que ce sont des Français qui sont arrivés au Canada, à Saint-Hyacinthe, autour de 1875. D'ailleurs, c'est à Saint-Hyacinthe où vivent maintenant plusieurs de vos anciens, n'est-ce pas? Plusieurs de nos anciens, et 99% des frères sont aussi enterrés à Saint-Hyacinthe. Alors, je finirai ma vie à Saint-Hyacinthe, sur le bord de la rivière, dans un trou, mais bien entouré. Je connais l'endroit. C'est un bel endroit pour mourir. Et donc, nous sommes arrivés à Saint-Hyacinthe parce que les Jésuites étaient à Québec très forts, les Sulpiciens à Montréal. Personne ne voulait avoir de Dominicains pour troubler, d'autant plus que c'était des fils de Lacordaire, donc des gens qui apportaient une parole plutôt moderne dans un Québec qui n'était pas encore très moderne. De sorte que les Dominicains sont partis de Saint-Hyacinthe pour aller à Ottawa, pour former les Dominicains, prendre une paroisse et prêcher dans le milieu ontarien. Alors, ça a été un premier développement, puis bon, on a fini par s'infiltrer à Québec, à Montréal. Un moment important est lorsque les Dominicains sont arrivés à Toronto. De fait, ils sont arrivés... Quelle année? Fin des années 60, je crois, début des années 70. Port Shepstone, Mississauga. Puis, début des années 80, ils se sont déplacés sur Huron Street ou dans ces coins-là, où ils sont encore. Puis, on a ouvert à Vancouver. Mais très tôt, les Dominicains canadiens sont allés dans le nord des États-Unis, au Massachusetts, au Maine, parce qu'il y avait beaucoup, pendant la crise, entre autres, de 29, beaucoup de familles québécoises qui se déplaçaient vers les États-Unis pour aller dans les filatures, trouver du travail. Monseigneur Lacroix, par exemple, est un Beauceron dont la famille s'est exilée aux États-Unis. Donc, les Québécois, les Dominicains ont suivi là, et très tôt sont allés au Japon, en 1932. Monseigneur Lemieux, qui était archevêque d'Ottawa, a été le premier évêque d'un des diocèses au nord du Japon, où les Dominicains sont encore. Puis, dans les années 60, au Rwanda-Burundi. Mais à travers tous ces déplacements géographiques, ce qui m'intéresse puis me fait vivre encore, c'est qu'au milieu des années 30, les frères ont eu des intuitions géniales. Ils se sont dit, on ne fera pas développer le Collège universitaire dominicain, on fait notre formation là, mais on envoie nos frères ouvrir des facultés dans des universités. Le père Mailloux, à Montréal, la psychologie, c'est lui qui a introduit la psychanalyse au Canada et qui a aussi travaillé beaucoup à la réforme de la façon dont on s'occupait des délinquants. Le père Régis, qui ouvre la faculté de philo, le père Lévesque, Georges-Henri Lévesque, à Québec, ouvre aux sciences sociales. Les Dominicains ont contribué aussi aux sciences sociales à Montréal. Donc, dire les Dominicains vont s'occuper de choses, du point de vue intellectuel, qui ne sont pas simplement la théologie et la philo. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces frères-là, en ouvrant une faculté, ouvrait aussi un institut ou un centre qui allait s'occuper de faire en sorte que les laïcs qui ne voulaient pas aller faire un bac, une maîtrise ou un doctorat, puissent avoir une formation et être des apôtres de la charité, ou pour prendre l'expression du père Lévesque, des ingénieurs de la charité dans la société. Ça, pour moi, c'est un moment très, très important de ce qu'ont été et ce que les Dominicains sont encore, par un certain côté. Et moi, ça m'anime beaucoup dans ma façon d'être dominicain, d'être au Collège dominicain à Ottawa, d'être au Collège néoclassique à Montréal. Pour moi, il y a une intuition forte que les Dominicains ont pris au Canada, la théologie de la philo, mais dans la cité, pour aider à avoir de meilleurs citoyens et des meilleures citoyennes. Parlons un peu du Collège dominicain à Ottawa, dont vous êtes le président. Le président, pour la rémission de mes péchés. Et vos péchés seront remis après ce grand travail que vous faites, je crois. Le seul problème, c'est que je ne sais pas quand ça va finir. J'ai l'impression que j'ai commis plus de péchés que j'avais... C'est un collège quand même renommé. Je connais votre collège très bien à travers quelques-uns de nos anciens employés. Je pense à Sébastien Lacroix. Je pense à Sœur Marie-Noël, qui a tellement bien parlé de votre institution. Et d'autres étudiants, Joe Goski, qui est un de nos réalisateurs ici. Donc, vous avez bien formé ces personnes. Mais parle-moi de le but de cette institution, de ce collège dominicain. Qui sont les étudiants, qui sont les personnes qui fréquentent le collège et à quoi ça sert actuellement?
Au point de départ, le collège a été fondé pour la formation des dominicains, auxquels se sont joints au fil des ans des jeunes spiritains. Tout ça, c'est du passé. Il reste quelques dominicains en formation, et ça demeure le lieu où les dominicains canadiens sont formés. Il y a eu, dans les années 70, avec le réveil charismatique, beaucoup de gens qui passaient d'un éveil de la foi à « j'ai besoin de creuser ma foi », donc venaient en théologie ou en philosophie au collège dominicain. Désormais, pour la philosophie, on a deux mondes. Le monde francophone, ce sont des jeunes très actifs et impliqués dans les milieux sociaux, des fois l'avant-garde, de bons anarchistes. À 20 ans, il faut être philosophe anarchiste. Pas chrétien du tout, pour la plupart. Alors que du côté anglophone, en philosophie, ce sont surtout des jeunes qui ont eu une conversion, un retour à la foi dans l'Église catholique, qui viennent, avant de faire leur théologie ou de continuer leur vie, faire un ressourcement en philo, se poser les grandes questions et essayer d'avoir des pistes de réponse. Donc, le paysage des étudiants a beaucoup changé pour la philo. Ils seront combien d'étudiants actuellement? En tout, lorsqu'on met philo, théo, temps plein, temps partiel, près de 150. Donc, c'est d'une certaine manière une très, très petite université. Mais nous avons un autre campus à Montréal, l'Institut pastoral, qui a un rayonnement un peu partout dans les diocèses au Québec, parce qu'eux travaillent avec les agents pastorales, les gens impliqués sur le terrain dans la liturgie, la formation catéchétique et tout. Donc, eux, ils ont un plus grand nombre d'étudiants, mais à peu près tous à temps partiel. Ce qui m'a toujours frappé, impressionné, c'est la manière que vous vous insérez dans la vie de l'Église locale. Soit à Montréal, surtout pour Montréal et les diocèses de Québec, mais à Ottawa aussi. Vous desservez l'archidiocèse d'Ottawa. Pourquoi c'est important pour les dominicains, là où vous êtes, parce que moi j'étais ancien aussi, des dominicains à Jérusalem, et l'école biblique à Jérusalem était vraiment insérée dans la vie de l'Église. Pourquoi c'est important pour vous? Je crois que ça remonte à l'origine. Dominique est devenu le fondateur des Dominicains parce qu'il est entré et il s'est nourri de son rapport avec son évêque et de la pastorale de son évêque. Et c'est resté dans la vie des Dominicains. Les Dominicains ne peuvent pas travailler en vase clos. Nous sommes des prêcheurs au service de la grande prédication et le responsable de la prédication dans l'Église locale, c'est l'évêque. D'où l'importance d'avoir ces liens-là. Mais au-delà de ça, la formation, la présence aux hommes et aux femmes d'un diocèse, c'est continuer le ministère que l'évêque ne peut pas faire tout le temps, que les prêtres ne peuvent pas faire lorsqu'ils sont curés de paroisse, ils ont toutes sortes d'obligations. Donc, toutes sortes de lieux où l'Église serait absente si des groupes comme les Dominicains ou les Franciscains ou des Capucins ne se retrouvaient pas pour apporter l'Évangile, apporter un éclairage catholique sur les problèmes, les situations et tout. Vous avez des héros dans votre communauté. Vous avez déjà nommé Albert le Grand, Thomas d'Aquin. Et puis, il y a des héros, si je pourrais dire même plus récents. Il y a Catherine de Sienne aussi, qui a maintenu, qui a gardé l'Église unie. Chaque fois que je vais à Avignon, je pense à son action de prier dans cette grande place devant la maison pontificale. Mais vous avez aussi Pier Giorgio Frassati. Oui. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche à notre temps. C'est une vraie figure pour les jeunes aujourd'hui. Quel était le rôle des Dominicains dans la spiritualité de Frassati? Je connais pas très bien tous les détails de sa vie, mais ce qui est clair, c'est que très tôt, les options qu'il a prises sont des options qui sont véritablement enracinées dans ce qui est le cœur de la spiritualité dominicaine. Si on veut prendre la formule de Thomas d'Aquin, c'est contempler et apporter le fruit de notre contemplation aux autres, et le faire avec un sens de la miséricorde de Dieu, mais aussi de la joie d'avoir été... C'était un garçon en joie de vivre. Exactement. Très souvent, moi, je trouve qu'il y a des catholiques qui sont tristes. Et c'est... Le pape François en avait parlé, oui. Il en a parlé, il avait raison. Des gens qui vivent dans les funérailles toujours. tous les jours, ou tellement crispés parce qu'ils veulent être bons, que le plaisir de vivre, de rendre grâce à Dieu pour sa création, pour les capacités qu'il nous a données, disparaît ou ça devient suspect.
Alors, Frassati, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a un sens très fort de l'amitié, de la communauté, de prière avec ses amis et les gens qui sont autour de lui. Et ça, c'est très enraciné dans les valeurs fortes des dominicains. Une dernière question, parce qu'il faut parler du collège dominicain à nos jours. Oui. Comment est-ce que les gens peuvent aider ce collège à continuer cette belle mission de Dominique et de ses frères? Première chose, c'est de venir étudier. Donc, c'est venir bénéficier du collège. Et vous avez des cours en français et en anglais aussi? Des cours en français, en anglais et de plus en plus des cours en ligne, des programmes qu'on appelle hybrides, donc en partie sur place et en partie à distance. Mais récemment, au mois de mai, nous avons lancé une campagne de levée de fonds pour soutenir des projets précis, des chaires d'enseignement, donc pour que des professeurs puissent se spécialiser, puis avoir une assurance que la recherche puisse continuer. Des chaires de recherche, ça aide aussi à soutenir les étudiants ou les étudiantes qui viennent aux études supérieures. Souvent, ces gens-là sont mariés. Ça coûte plus cher de ne pas laisser son travail. Donc, en donnant à la Fondation, il y a des bourses. Et on a un gros projet lié à la rénovation de la bibliothèque. Nous avons une très bonne bibliothèque avec des collections uniques au Canada. Et il s'agit de se dire, comment est-ce qu'on peut faire que cette bibliothèque-là, qui a plus de 100 ans, devienne une bibliothèque pour le 21e siècle, utile aujourd'hui aux gens avec la technologie qui est à notre disposition. Nous allons mettre sur notre écran maintenant votre adresse, votre site web, Merci. et puis un numéro de contact, parce que je crois que plusieurs de nos téléspectateurs à travers le pays du Canada et à travers le monde francophone, ils peuvent découvrir en votre centre comment la vision, le rêve de Dominique continue à nos jours avec votre collège. Merci bien. Une dernière chose, parce que puisqu'on a quelqu'un habillé en blanc comme ça, qu'est-ce que ça vous fait d'être dominicain aujourd'hui, après 800 ans d'une longue, riche et belle histoire? À Maxime Allard, qu'est-ce que ça vous fait? Maxime Allard, ça lui dit que malgré les difficultés de tenir dans la prière, malgré la difficulté de prêcher, j'ai une armée derrière moi de frères vivants et morts qui prient et qui avaient de la vision et qui me permettent de encore faire des choix en me disant ce qui était bon pour eux, ce qui est bon pour moi, pour être bon pour d'autres. Qu'est-ce que vous pourrez dire à un jeune qui cherche cette vision, qui a l'énergie, qui veut prêcher, qui veut continuer? Comment un jeune aujourd'hui peut devenir dominicain? Facilement, de me contacter. Je le renverrai aux bonnes personnes. Très bien. Père Maxime Allard, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon anniversaire, bonne chance avec cette campagne et comptez sur nous de vous soutenir, de vous aider et de vous faire connaître aussi. Merci bien. C'est un plaisir de vous rencontrer encore.